Docteur Bayiwila, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes médecin et vous travaillez dans le service public. Pourriez-vous vous présenter brièvement auprès de nos auditeurs? Bon, comme dit au départ, je suis Monsieur Redi Bayiwila, médecin de profession, vivant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, œuvrant donc dans le secteur public. Je suis médecin généraliste, travaillant actuellement au service des pédiatries. Dans quel hôpital travaillez-vous, docteur Bayiwila? Je suis à l'hôpital général de référence des Matete. Depuis combien de temps êtes-vous affecté à l'hôpital général de référence de Matete? Ça fera 2 ans et 6 mois exactement, parce que je suis affecté là depuis le 31 octobre 2018. Donc, ça fait 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans la profession médicale? Je suis médecin depuis 2016. Donc, j'ai prêté serment en 2016 et depuis, oui, je suis médecin. Vous êtes à l'hôpital général de référence de Matete, vous êtes employé dans le service public, donc votre employeur, c'est l'État congolais. Avez-vous déjà reçu de la part de votre employeur une quelconque rémunération depuis que vous exercez votre métier? En termes de rémunération de médecins congolais, le médecin congolais est rémunéré à 3 niveaux. Nous avons premièrement la prime des risques des médecins, qui en gros représente la plus grande partie du salaire du médecin congolais. Nous avons aussi, en deuxième lieu, les salaires que l'État congolais paye. Et en troisième lieu, nous avons l'honoraire que nous percevons par l'hôpital. Et depuis que je suis dans cet hôpital, ça, comme je le dis tantôt, en 2 ans et 6 mois, je n'ai jamais perçu des primes des risques, je n'ai jamais perçu des salaires de l'État. Ce que je perçois le plus régulièrement possible, avec quelquefois des arriérés, c'est l'honoraire, qui est en gros les salaires de l'hôpital, qui malheureusement ne peut pas te permettre de vivre décemment parce que ça n'excède jamais 10 dollars. Et là, je vais encore dans les extrêmes. Il y a des moments où ça n'arrive même pas à 2 dollars. Non, attendez, je vais vous faire répéter ça. Je vais être sûr d'avoir bien compris. Donc, vous travaillez depuis 2 ans et 6 mois à l'hôpital général de référence de Matete et vous êtes en train de nous dire que les Exactement. honoraires que vous recevez par mois ne dépassent pas 10 dollars. Depuis que je suis, la seule fois où mon honoraire a atteint 10 dollars, c'est lorsque l'actuel président de la République a pris le pouvoir. Et depuis, nous sommes revenus comme à l'ancienne. Donc, ça varie entre 2 et 4 dollars généralement. Alors, avec 4 dollars, 5 dollars de rémunération, comment faites-vous pour survivre dans ces conditions? Où est-ce que vous trouvez vos revenus? Nous sommes obligés de combiner 2, 3, 4, 5 centres de santé à la cité avec tous les risques, parce que quand vous travaillez dans ces conditions-là, vos valeurs morales sont mises à rude preuve. Parce que travailler dans les centres de santé, dans les privés à Kinshasa, surtout dans des petits centres de cités, vous oblige à recourir à des pratiques, disons clairement, peu honorables. Je donnerai par exemple, nous sommes dans un milieu où le paludisme sévit sérieusement. Donc, alors que nous savons tous qu'il y a un protocole de traitement de cette maladie-là. Et le protocole de traitement dit, par exemple, pour être plus clair, je vais donner un exemple. Le protocole dit, pour un paludisme simple, vous allez soigner en donnant un ACT, qui est un comprimé. Mais là, nous sommes obligés, en travaillant dans des centres de santé privés, quand vous recevez un malade comme ça, vous savez que c'est un paludisme simple, vous savez que vous pouvez lui donner un ACT pour qu'il rentre à la maison et prendre sa cure, mais vous serez obligé de l'hospitaliser et lui administrer une perfusion de schéma quinine, évidemment, pour que ça rapporte un peu plus d'argent au centre et que vous soyez en retour payé. Donc, nous sommes obligés à faire des gymnastiques de ce genre qui, malheureusement, sont peu honorables et bien tristes. Bien tristes. Donc, si je comprends bien, tous les jeunes médecins qui sont dans votre situation
sont obligés de passer par des pratiques à la limite mafieuses pour pouvoir avoir un peu d'argent pour survivre, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que sinon, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et est-ce que les patients sont conscients de ce qui se passe dans votre cas? Vous savez, l'exercice de cette profession nous oblige aussi à un peu de noblesse. Nous ne pouvons pas venir devant nos patients dire que voilà, je suis là, je ne suis pas payé, tout ça. Le patient risque de croire que tu n'es pas assez motivé pour le prendre en charge, alors que c'est c'est un métier, c'est une profession qui, avant tout, est un don de soi. Donc, c'est un sacrifice, c'est une passion. Nous le faisons par passion et nous ne pouvons pas nous permettre de dire à nos malades que nous ne sommes pas payés au risque de leur faire croire que nous ne sommes pas assez motivés pour faire ce travail. Mais en même temps, quand vous leur donnez un traitement qui n'est pas adapté ou un traitement qui est surfait, vous n'avez pas peur d'entamer la confiance qui doit normalement régner entre le malade et son médecin? Je vous assure que si vous ne le faites pas dans nos centres de santé périphériques, vous n'y ferez pas long feu. Et est-ce Moi-même que, qui vous parle, j'en ai payé les frais. Très régulièrement, j'en ai payé les frais. Quand tu refuses de faire ça, on ne te garde pas. donc, il y a un système qui se met en place qui oblige quiconque travaille dans ce centre de santé périphérique à absolument essayer de faire du chiffre plutôt que de soigner correctement suivant les protocoles. C'est bien ça? Exactement, exactement. Il y a aussi une autre pratique qui consiste à prescrire des examens. Et lorsque le malade va aller réaliser ces examens, ça peut être une échographie ou une radiographie, nous avons des pourcentages qui nous reviennent. Donc, parfois, vous vous demandez des bilans sans raison. Un malade qui vous vient, vous savez que c'est un paludisme, qui vous dit qu'il a un peu mal au ventre, vous demandez rapidement une échographie pour qu'en retour, lorsqu'il ira faire cet écho, vous aurez des pourcentages. Donc, c'est des pratiques comme ça auxquelles les jeunes médecins sont obligés à recourir pour avoir un peu d'argent. Ce que vous appelez pourcentage, c'est ce qu'on appelle ailleurs rétrocommission et que le président de la République avait Exactement, appelé COP, c'est ça? exactement, exactement. Et vous vous sentez comment en étant obligé de faire ce genre de choses moralement? Comment est-ce que vous vous sentez? À titre personnel, je ne le fais pas. J'ai arrêté de travailler dans ces centres-là dès le départ parce que je pensais, j'ai trouvé que ça ne cadrait pas avec mes valeurs morales. Mais je crois que les amis qui y sont, je peux le comprendre, je peux le comprendre. Et c'est bien triste, ils le font à contre-cœur, mais je ne vois pas comment ils vivraient s'ils ne le faisaient pas. Mais si vous ne le faites pas et vous avez 5 dollars, 2 dollars d'honoraires là où vous travaillez, comment vous faites pour survivre? Vous êtes un Superman. J'ai un peu de chance, j'ai encore des parents qui me prennent en charge pour le moment. Ah, donc vous survivez parce que après avoir étudié, après avoir eu votre diplôme et avec un emploi, mais vos parents continuent encore à s'occuper de vous. 5 ans après mon diplôme, 5 ans après ma sortie de l'université, après avoir obtenu un travail, 2 ans et demi après, mes parents continuent à me soutenir de temps en temps. Est-ce qu'il y a des négociations entre les médecins qui sont dans cette situation et le gouvernement qui est censé leur donner un salaire adéquat ou un salaire qui réponde au travail qu'ils font? Est-ce qu'il y a des négociations? Est-ce que vous participez à ces négociations? Et s'il y a des négociations, où en sont-elles aujourd'hui? Pour répondre à cette question, il faut noter que à la prise du pouvoir de ce nouveau président, il y a eu un élan tout le monde a cru que les choses allaient se régler, tout le monde a cru que les choses allaient rapidement s'améliorer. Et donc, comme nous nous retrouvions déjà dans cette situation-là d'impayement, nous avons activé des marches. À travers la République, nous nous sommes mobilisés, tous les jeunes médecins engagés par l'État. À travers la République, nous nous sommes mobilisés. Nous avons procédé par des marches au départ. Et nous avons commencé ces mouvements en avril 2019 par des marches, lesquelles marches ont abouti aux premières négociations
avec, je rappelle, le président de la République qui a reçu notre coordination en ce moment-là, en nous promettant de tout mettre en œuvre pour nous payer. Donc, la balle était maintenant lancée dans les camps du ministère de la Santé et de tous les autres ministères qui s'occupent des payes des agents de l'État. Les pourparlers ont débuté et au final, nous avons fini par établir une procédure de paye. Cela consistait à payer 1500 médecins à aligner, donc 1500 médecins par trimestre. Ce qui fait que si on avait, comme prévu, commencé cette paye comme élaborée par nos coordonnateurs et le ministère de la Santé en ce moment-là, cela devrait faire qu'on allait épuiser tous les nombres de médecins non primés cette année, disons en avril 2020. Si on avait, parce qu'on avait répertorié en ces moments-là autour de 7000 médecins non primés au travers de la République. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous ne comptons que moins de 2000 médecins alignés pour l'instant. Moi-même qui vous parle, d'après ces listes-là, je devrais, vu mon ancienneté, je devrais être payé depuis juillet 2020. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je ne le suis pas encore et nous continuons à attendre, sans lueur d'espoir d'ailleurs. Pourquoi sans lueur d'espoir? Nous sommes rendus compte au fil du temps qu'il y a un certain manque de bonne volonté. C'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de nous dire que cette maladie, la COVID-19, a séché les caisses de l'État, c'est vrai. Mais d'un autre côté, nous voyons que le train de vie des politiciens n'a pas changé. Ils continuent à prendre du champagne, ils continuent à rouler dans des belles voitures, ils continuent à percevoir des gros salaires. Et d'un autre côté, quand il s'agit de nous, ils nous disent tout le temps qu'ils n'ont pas d'argent. Et nous commençons à croire que c'est un problème de manque de bonne volonté. Quelles sont les autres actions que vous avez menées pour essayer d'arriver à rentrer dans vos droits? Nous avons fait des marches qui nous ont poussé à rencontrer le président de la République en personne. Nous avons au départ rencontré son directeur de cabinet de l'époque, Vital Kamerhe, qui aujourd'hui est en prison, qui en ces moments-là nous a promis de nous payer. Juste après, nous avons rencontré le président de la République qui a lui aussi instruit qu'on nous paye. Et depuis, nous allons de marche en marche. S'il faut répertorier ces marches-là, depuis avril 2019 jusqu'à ce jour, nous sommes autour de 15 marches, sans compter les sit-ins. Nous avons fait des sit-ins au ministère de la Santé, à la primature chez les premiers ministres, chez les présidents de la République, où d'ailleurs récemment, des confrères y ont passé la nuit à la belle étoile, sans jamais être reçus par quiconque. Et voilà, c'est comme ça que depuis un moment, nous sommes en train de nous dire qu'il y a sûrement un problème de bonne volonté. Et si ma mémoire est bonne, ces marches sont réprimées dans la violence. Généralement, c'était des marches encadrées par la police, mais il y en a une qui a rapidement dégénéré où les confrères ont été tabassés. Je me rappelle d'un qui s'en est sorti avec une fracture, des biens perdus, des téléphones, des sacs, des blouses déchirées, des amis ont été blessés. Et voilà. D'ailleurs, récemment, une marche aussi à l'intérieur du pays, dans une province, nous avons vu que ça a été réprimé avec violence. Il y a d'ailleurs des vidéos de la marche de Kinshasa qui a été réprimée avec violence il y a quelques mois. Et à ce niveau, est-ce que vous avez une quelconque idée d'un moment ou d'une période pour laquelle vous pourriez peut-être voir un début de solution ou pas du tout? En ce moment, pas du tout. Pas du tout. Déjà, avec la situation politique qui prévaut en ce moment, nous osons croire que le nouveau gouvernement qui va entrer va peut-être essayer d'apporter une solution. Mais jusque-là, comme ils ne sont pas encore en place, l'actuel ministre de la Santé, nous attendons qu'il prenne le pouvoir. Nous attendons la remise des reprises effectives. Et là, nous allons une fois de plus initier un mouvement, une marche ou un sit-in pour essayer d'entrer en contact avec lui et voir comment négocier et discuter avec lui. Sauf erreur de ma part, il existe deux syndicats professionnels pour les médecins au pays.
Quelle a été leur action pour vous aider dans la résolution de cette situation malheureuse? Il y en a trois maintenant. Il y a un autre syndicat qui s'est ajouté récemment, depuis 1 ou 2 ans. Malheureusement, lors de nos marches, lors de nos sittings, nous n'avons à aucun moment été accompagnés par des syndicats. Nous avons même demandé, nous avons écrit aux syndicats de nous aider même à initier un mouvement de grève. Malheureusement, ça n'a pas été suivi par nos syndicats et seulement lors des travaux dans l'alignement précédent qui ont abouti à l'alignement des 2000 parmi des 7000 que nous étions. Les syndicats ont été là. Mais je pense qu'ils ne font pas leur travail de pression pour nous aider. Et c'est les sentiments que nous partageons entre nous, médecins non primés. Nous avons l'impression que le syndicat ne nous accompagne pas dans cette lutte. Et c'est bien triste. Est-ce qu'il y aurait dans la profession maintenant deux catégories de médecins, ceux qui sont primés, ceux qui reçoivent leur salaire et qui font partie des syndicats, et vous autres, et apparemment, ceux qui reçoivent régulièrement leurs primes et leur salaire ne vous accompagnent pas et ne sont pas prêts à faire une grève pour que vous aussi, à votre tour, vous obteniez vos rémunérations? Exactement, exactement. D'ailleurs, j'ai appris récemment que même si tu fais partie d'un syndicat, tant que tu ne contribues pas, tu ne peux malheureusement pas être un membre actif de ce syndicat. Or, ces contributions, le syndicat retranche directement les contributions à partir des comptes salaires, à partir des comptes des payes de la prime. Donc, il est impossible que nous, non primés, puissions payer nos contributions et donc être des membres actifs de ce syndicat. Et évidemment, il y a deux catégories des membres des syndicats. Il y a les primés, qui sont eux des membres effectifs, qui eux, lorsque les syndicats donnent un mot d'ordre, ils sont obligés d'écouter, d'entendre ces mots d'ordre. Et il y a nous, les non primés. Et malheureusement, quand eux lancent un mouvement de grève, nous sommes contraints de les soutenir. Et quand c'est nous, j'ai l'impression qu'ils ne nous accompagnent pas. Donc, en fait, on est dans une situation qui me semble, qui a, dans une certaine mesure, est insoluble. Vous ne contribuez pas parce que vous n'êtes pas payé. Et comme vous ne contribuez pas, vous n'êtes pas membre du syndicat. Et comme vous n'êtes pas membre du syndicat, le syndicat ne peut pas s'engager pour vous défendre. Vous n'êtes pas membre actif, mais vous êtes membre des syndicats. Vous n'êtes pas membre actif. Je crois que c'est ça la nuance. Le syndicat ne se mouille pas pour les membres non actifs, c'est ça que ça veut dire? Clairement, clairement. Clairement. Lorsque nous marchons, nous ne le voyons pas. Je crois qu'ils viennent, évidemment, lorsqu'il y a des réunions avec les ministres, entre nous, par exemple, et les ministères, là, ils viennent. Mais quand nous marchons, quand nous faisons des sittings, là, ils ne viennent pas. Mais évidemment, lorsque nos amis ont été agressés par des policiers lors des marches, j'ai entendu des syndicats monter quand même au créneau pour déplorer cette situation. Est-ce que dans ces conditions, vous seriez tenté de créer un autre syndicat qui regrouperait les médecins non primés pour être sûr de pouvoir bien défendre vos droits? C'est dans cette optique-là que je crois que le troisième syndicat est né, parce que la naissance de ce troisième syndicat coïncide avec le début de nos mouvements de grève, de nos mouvements de marche, des réclamations de notre prime en avril 2019. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un syndicat aussi qui se comporte actuellement comme les autres. Donc, c'est très, très compliqué comme situation. Pour mémoire, il y a le syndicat national de médecins, le SINAMED, le syndicat de médecins du Congo, le SIMECO. Et comment s'appelle le troisième syndicat? Je n'ai plus le nom en tête, mais il y a un autre syndicat. Il y a un troisième. Nous tournons vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez un mot de la fin? Je dirais que c'est bien triste de nous retrouver dans de telles situations. 4, 5, 6, 7, 8 ans après la sortie des universités, alors que nous sommes régulièrement engagés par l'État congolais. Nous prestons régulièrement dans nos hôpitaux. Moi-même, par exemple, j'ai fait ma garde récemment, là, il y a quelques jours.
Et malheureusement, nous travaillons comme ça sans être rémunérés. Je ne comprends pas qu'un État sérieux puisse laisser ses enfants travailler sans être payés. Je ne sais pas s'il se pose les questions sur nos conditions, s'il se demande comment nous vivons. Je ne sais pas et c'est bien triste. C'est bien triste. Et ce sera peut-être mon mot de la fin. C'est triste comme situation. J'ai quand même une autre question. Vous n'êtes pas payé, vous continuez à travailler. Qu'est-ce qui vous motive actuellement pour continuer à travailler? Je crois que la médecine est une passion. L'exercice de cette profession, c'est un véritable don de soi. Quand nous le faisons, moi personnellement, je le fais pour le goût de la médecine. C'est quelque chose que j'aime. Je ne me vois pas faire autre chose. Et la possibilité de ne plus travailler pour les services publics, est-ce que vous l'envisagez? Carrément, carrément. Est-ce qu'il y a une autre alternative à côté? Je ne pense pas. Il n'y a pas assez de privés qui peuvent offrir le minimum que l'État donne. Docteur Ridi Bayouila, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci d'être avec nous depuis Kinshasa. Nous vous souhaitons une fructueuse carrière et nous espérons de tout cœur que votre situation trouvera bientôt une solution idoine. Merci beaucoup. Merci.